Excuse-moi, Manon, tu fais quoi là? Tu fais des podcasts sans moi? Mais c'est parce que t'étais pas là. Non, mais si on avait dit La Matrice a bugué, présenté par Manon et Léa. Ok. Avant que tu me fasses passer pour une traite, excuse-moi, toi t'étais où? Et j'étais en train de rendre un truc hyper important pour la Ça a pas la société. version. Moi je m'en souviens d'un Manon, je suis désolée, je peux avec mon mec en vacances. Franchement, de base c'était les potes avant les... Même pas. Les choses changent. Tu pouvais dire à nos auditeurs, je sais pas, que je rendais un papier hyper important pour la communauté Je internationale. ne mens pas à nos auditeurs. International. Je ne mens pas. Bon, alors vas-y, raconte, t'étais où? J'étais à Bercy, Oh, au ouais. ministère de l'économie et des finances. Mais Baro, notre nouvelle amie finalement, dans cet épisode du podcast. Si t'en parles, Noël. Alors t'étais à Bercy, raconte, t'as fait quoi à Bercy? À Bercy, on a organisé un live hacking event avec l'association Hack for Values. Trop Déjà, stylé. petite pause. Je t'ai expliqué tout à l'heure avant qu'on sorte le micro. Uh-huh. Qu'est-ce que c'est un live hacking Grave, event? hyper facile, Uh-huh. parce que je suis un peu bilingue, si vous aviez pas suivi jusqu'ici. Donc live, en fait c'était en direct. Hein. Événement, Wow. hacking, des gens qui sont en train de hacker. Donc il y avait des gens en direct à Bercy qui hackaient pour la bonne cause. Exactement. Et tu dis pour la bonne cause parce que t'as été spoilé et que je t'ai expliqué un petit peu avant. Mais c'était un événement qui avait cette fois-ci été organisé par Hack for Values. Donc Hack for Values, c'est une association qui a été créée par Mano Mano et par Yogosha. Quoi? Ça me fait trop penser à une publicité. Je sais pas si tu vois genre Mano Mano tout. Mais oui, je vois totalement. En vrai, je suis même pas sûre qu'on parle de la bonne pub. Bon, c'est pas grave. Donc une association qui était au service d'associations humanitaires, c'est ça? Exactement. Là, cette fois-ci, il y avait 4 associations qui participaient. Pour les citer, il y avait Action contre la faim, Médecins sans frontières, Handicap international et SOS Méditerranée. Génial. Et donc, l'objectif, Ouais. ça reprend un petit peu le concept du bug bounty. Tu peux me redire le concept pour ceux qui Excuse-moi, je crois que tu n'as pas assez écouté le premier épisode de La Matrice a bugué, en fait. C'est vrai, une s'auto-référence. Donc allez écouter Gabriel et Gaël du premier épisode. Exactement. Et en gros, le principe du bug bounty, c'est qu'il y a plusieurs hackers qui sont invités sur un programme de bug bounty. Donc, on définit un périmètre de test, etc. D'accord. Pour être plus clair, un périmètre, ça peut par exemple être un site internet. Et là, c'était le cas pour ce live hacking event. Donc par exemple le site internet de Médecins sans frontières. Oui, exactement. Ok. Exactement. Et donc, le but pour les hackers, ça va être de trouver des vulnérabilités. D'accord. D'habitude, sur un bug bounty classique, ils sont rémunérés dès qu'ils trouvent une vulnérabilité pertinente. Là, vu qu'on est sur On une... est sur de l'associatif, humanitaire et tout. Exactement. Là, c'est du purement bénévole et donc ils travaillent gratuitement pour aider à sécuriser les sites internet C'est trop bien. des différentes associations. C'est ça. Parce que c'est quand même des sites internet où, tu vois, il va y avoir des plateformes de dons, donc C'est des cartes, sensible. des cartes de crédit, des donateurs qui sont fournis. Donc il faut quand même sécuriser ça. Et là du coup c'était non-stop pendant toute la journée, pendant 24 heures. Il y avait un temps délimité. Ouais, c'était toute la journée à Bercy. On a été accueillis dans une salle et tout. Et ça avait été ouvert aussi la veille. Ok. Donc le le live hacking event en intégralité, il a duré 48 heures. Et il y avait beaucoup de monde. Enfin, c'était un truc, il y avait beaucoup de personnes, d'associations. Enfin, toi, t'as pu rencontrer des gens. Ouais, et on va les entendre tout de suite. Il y avait une 50aine de participants et il y avait des associations, les représentants des associations. Association. T'es pas, t'as plus l'habitude avec le French. N'importe quoi. Et du coup, toi, t'as pu rencontrer qui durant cette journée? Moi, j'ai parlé à 2 représentantes de l'association SOS Méditerranée. La deuxième personne avec qui j'ai parlé, c'était Kylian. Kylian, c'est un hunter qui hack sur Yogosha, que j'adore, avec qui je travaille quand même pas mal. Enfin, je travaille. Je lui dis, est-ce que tu as envie de faire ça? Il me dit oui. Et après, il le fait. Donc moi, je fais moins de choses. Ensuite, j'ai interviewé mon duo préféré de hunter, Icam et Joe, de leur pseudo de hacker. Et ils sont copains dans la vraie vie, je crois depuis le collège, non depuis le lycée ou quelque chose comme ça. Tu savais déjà faire ça au lycée, là? Je sais pas s'ils savaient faire ça, mais en tout cas ils avaient tous les deux le même centre d'intérêt. Ils étaient tous les deux intéressés par l'informatique. Et ils ont continué de faire des bidouillages ensemble et maintenant de collaborer et de faire du hacking ensemble. Et j'ai interviewé ensuite un dernier duo qui sont même plus jeunes que nous maintenant. Ouais, C'est possible. Et tous les deux se sont
illustré, disons, parce qu'ils ont remporté le prix de la meilleure collaboration durant ce Live Hacking Event. Ok. Ah oui, il y avait une remise de prix aussi de certains prix. Yes, of course. Of course. Of course. Toujours le bilingue, t'as capté. Bon bah let's go, du coup tu vas nous les présenter? Allez. En tout premier, j'ai parlé à Stéphanie et Joséphine. Donc Stéphanie, elle est bénévole chez SOS Méditerranée et elle va vous présenter dans un premier temps l'association, parce que c'est important. Et ensuite, vous entendrez Joséphine. Franchement, elle avait le job de rêve de tous les étudiants de l'Institut français de géopolitique. Pour la petite histoire, c'est là qu'on a fait notre master avec Léa. Elle s'occupait de la gestion des risques et donc le risque cyber en était un également. Et c'est pour ça qu'elle a participé, elle expliquera beaucoup mieux que moi, à cet événement monté par Hack4Values. T'essaies de me faire regretter mes vacances avec mon mec. Exactement, je parlais du beau monde, moi. Méditerranée, c'est une ONG qui a été créée en 2015. Pour faire un petit peu d'histoire, on va revenir à 2013. 2013, il y a eu un gros naufrage au large de l'île de Lampedusa. Il y a eu 300 personnes qui ont été sauvées et 300 personnes à peu près qui sont mortes. Et donc les Italiens ont vu arriver sur leur côte des corps au rythme des marées. Suite à ça, l'Italie s'est beaucoup indignée et a créé une opération qui s'appelle Mare Nostrum. Et de 2014 à 2015, les gardes-côtes italiens ont tourné sur toute la Méditerranée centrale et ont sauvé 150 000 personnes de la noyade. 2015, estimant que les États européens ne prenaient pas non plus leur part totalement à l'affaire, il a été créé une zone de recherche et de surveillance libyenne au nord de la Libye, gérée par les gardes-côtes libyens qui sont financés par les États européens en partie. Mais 2015, ça date de l'époque où Sophie Beau, une humanitaire française, et Klaus Vogel, un capitaine de marine marchande allemand, ont créé l'association, puisque dans le droit maritime prévoit 3 choses. La première, c'est d'avoir des centres de secours coordonnés, de faire les sauvetages sur leur zone, donc leur zone SAR, Search and Rescue. Et la troisième chose, c'est de débarquer les rescapés dans un port sûr. Or, aujourd'hui, les gardes-côtes libyens ne font pas des sauvetages, ils font des interpellations et surtout, ils les ramènent en Libye. Bien souvent, les gens sont remis dans des prisons, officielles ou non officielles. Donc, il y a un vide humanitaire et il y a eu plus de 22 000 morts depuis 2014 sur cette route migratoire qui est la plus mortelle au monde. Donc, nous, on intervient dans un bateau qui s'appelle l'Ocean Viking. On intervient en Méditerranée centrale, au nord de la Libye, dans les eaux internationales, et on essaie de sauver un maximum de personnes de la noyade. Depuis 2016, depuis le premier bateau, on a sauvé 39 000 personnes, un peu plus. Oui, on a 3 missions dans l'association. Sauver les rescapés, protéger s'ils les ramener sur un port sûr et témoigner. C'est tout ce que font les bénévoles à terre. Donc sur le bateau, ce ne sont que des professionnels. Et nous, à terre, on est là pour témoigner, pour porter la parole de ceux qui ont pris la mer et qui ont risqué de se noyer ou ceux qui sont décédés. Moi, je suis bénévole dans cette association-là et je fais de la sensibilisation sur le grand public, donc à la fois sur les scolaires et à la fois sur le grand public tout venant. Donc moi, je suis spécialiste de sécurité humanitaire. J'ai fait des études de géopolitique et de sécurité internationale, au cours desquelles on a un petit peu abordé la cybersécurité, mais c'est pas vers là que je m'orientais initialement. Et mes premiers postes, c'était vraiment sur de la sécurité d'opérations humanitaires sur des terrains comme en Afrique de l'Ouest, au Sahel. Et donc j'avais juste la connaissance du bug bounty, vraiment pas de la culture générale et par ma lecture de l'actualité, donc sans plus. Donc ça me permet là, aujourd'hui de vraiment rentrer dans le vif du sujet en vivant ce premier live hacking event. Donc lorsque je suis arrivée chez SOS Méditerranée il y a 2 ans en tant que responsable sûreté et sécurité, la responsable des réseaux sociaux de l'époque m'a mis en contact avec Hack4Values. Elle avait récupéré elle-même leurs coordonnées par un contact à elle. Et comme on avait envie de creuser cette piste de la protection de nos données, la protection de nos sites, j'ai pris attache avec eux il y a 2 ans directement pour voir ce qu'on pouvait faire ensemble. À l'époque, on était en train de refaire notre site vitrine, notre site internet pour francophone pour présenter nos activités. Et donc, ils nous ont proposé de faire un bug bounty sur le nouveau site qui allait sortir quelques mois plus tard, une fois qu'il serait en phase de production. Et chez SOS Méditerranée, est-ce que vous étiez familier au bug bounty? Pas du tout.
Pas du tout. SOS Méditerranée, nous sommes une petite association relativement récente, puisqu'on l'a dit, on a été créé en 2015. Donc on avait assez peu de capacité interne, en tout cas sur l'IT, sur la cybersécurité. On était beaucoup dans la construction pas à pas de notre activité, notre infrastructure. Donc personnellement, j'avais déjà entendu parler de bug bounty avant d'arriver chez SOS Méditerranée, mais sans plus. Ça faisait plutôt partie de ma culture générale, globale. Moi qui suis pas spécialiste non plus de cybersécurité. Donc l'occasion, voilà, sachant un petit peu ce que ça voulait dire le bug bounty, je me suis dit que ça valait le coup de creuser la question et de voir avec Act4Values ce qu'il pouvait apporter à notre site internet. Act4Values, ils nous permettent de rajouter une petite brique à notre construction de la sécurité de nos données, parce que chez SOS, on est beaucoup friand de l'apport de multiples personnes pour nous aider, des bénévoles, des volontaires, des salariés. On fait appel à toutes les bonnes volontés, et sur la partie IT et cybersécurité également. Donc en fait, ils vont nous aider à maintenir cet outil de communication très important qu'est notre site internet, nos sites internet en l'occurrence aujourd'hui. Le témoignage est une partie importante de notre métier, c'est l'une des trois missions de SOS Méditerranée, et ce site, il nous permet aussi de porter ce témoignage. C'est l'outil par lequel les gens apprennent à nous connaître lorsqu'ils tapent notre nom en ligne. Donc c'est très important pour nous qu'il fonctionne correctement et qu'il soit bien sécurisé. C'est aussi l'outil qui sert de page pour accéder à la donation en ligne. Donc c'est évidemment, comme je pense d'autres ONG aujourd'hui, un enjeu important de sécurisation, la sécurisation de nos donateurs et des dons qui nous sont faits en ligne. Pour cet événement, là encore, il tombait bien puisqu'on a mis en ligne un nouveau site très récemment, un site anglophone cette fois-ci, pour toucher un public un peu plus international et porter ce témoignage encore plus loin que ce qu'on fait actuellement. Et donc le Live and Book Tea tombait juste après la mise en ligne, donc ça nous permettait de sécuriser dès le départ, et il nous permet également de refaire un tour sur le site français qu'on avait déjà commencé à sécuriser pour s'assurer que tout est bien carré. Apparemment pour le moment ça l'est. Ensuite, j'ai parlé à Kylian, qui avait une posture assez particulière, différente de d'habitude. Kylian, il est hacker éthique, et cette fois-ci, il était triageur. Et vous en dit plus. Qui es-tu? Qui es-tu? Je m'appelle Kylian Chefinet. Du coup, je suis senior ethical hacker. Sacré titre. Beau gosse. Non, en gros, qu'est-ce que je fais? Je me définis plus ou moins comme un hacker éthique. Donc, je vais... comment dire? J'ai un peu deux casquettes. La première, du coup, je suis embauché là chez Mano Mano, donc en tant que senior ethical hacker. Donc, je m'occupe un peu à gérer notre programme de bug bounty. Et je m'occupe aussi de faire tous les sujets de sécurité un peu offensifs du coup au sein de la société. Et en parallèle de ça, je fais un petit peu de bug bounty, de recherche de vulnérabilité, de pentest, tout ce genre de petites folies sur mon compte perso. Quand j'ai découvert Act4Values, donc il y a Fabien qui est mon N+2, qui est le président de l'association. Et du coup, tout naturellement, comme je travaillais chez Mano Mano et que du coup il y avait Fabien qui était président de l'association, j'ai été introduit en fait dans l'asso. Et moi j'ai toujours aimé un peu creuser à droite à gauche des sujets de sécurité. Et c'est vrai que quand ils m'ont proposé de donner un coup de main à l'asso, tout naturellement j'ai dit oui. Et du coup je trouve ça plutôt sympa parce que du coup je m'occupe de la partie triage, donc je regarde les rapports qui sont envoyés aux différentes ONG. Et du coup c'est un peu sympa d'aller d'être encore de l'autre côté de la barrière et puis de pouvoir aider de manière bénévole les associations comme ça. Tu peux expliquer un petit peu en quoi consiste le triage? Ouais, c'est simple, en gros on a des hackers éthiques qui vont chercher des vulnérabilités donc, sur les différentes ONG. Et donc moi je m'occupe de regarder les rapports, de vérifier s'ils sont valides ou non, s'ils sont intéressants pour les différentes ONG. Et donc si c'est le cas, du coup je vais pouvoir le valider le rapport, l'envoyer du coup à l'ONG, et l'ONG va pouvoir commencer du coup à traiter le rapport, à regarder s'il faut le corriger ou non, regarder un peu comment ça peut les impacter.
Et en plus de ça, on va un petit peu plus loin, certaines ONG ne sont pas toujours des personnes qui sont très pointues en sécurité dans leurs effectifs. Du coup, on peut un peu les accompagner pour essayer de leur donner des guidelines en fait sur des corrections, ce genre de choses, et aller un peu plus loin peut-être que juste tout simplement du triage de rapport, qu'on va essayer d'aller un peu plus loin dans la correction. Alors moi, en tant que entre guillemets triageur, principalement du coup on a travaillé un peu sur un scoreboard de manière à pouvoir afficher un peu les choses de manière sympathique, de manière visuelle aux différents hunters. Et comme on a mis en place de la collaboration, il a fallu un peu faire des calculs de points pour essayer de trouver une formule qui soit un peu win-win pour tout le monde, mais qui ne soit pas non plus trop facile. C'est-à-dire on ne veut pas que tout le monde soit en collaboration de tout le monde pour que tout le monde double ses points en fait, et que du coup ça devienne un bazar. Donc on a essayé de trouver un peu une formule qui fonctionne. Là, on a mis un site en place aussi, une histoire de mettre à disposition les différents scopes aux hunters. Et puis voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que en amont du live action event aussi, on voulait du coup ouvrir le périmètre à l'avance. Parce que moi le premier, je suis mieux chez moi pour travailler tranquillement derrière mon bureau, mon PC, que sur une petite table, sur un petit laptop en event, quoi. Même sur mes canards à Bercy. Même sur des canards à Bercy, c'est vrai. Et que la salle n'est pas trop dégueu. Non, ouais, on est bien, il y a de la place, il fait pas trop chaud, non, merde. C'est vrai que des fois dans des salles tous serrés les uns sur les autres. Non, ouais, on est cool, on est bien ici. Mais ouais, du coup on a ouvert à partir de mercredi 10h les scopes, et ça s'est très bien passé. On a eu des rapports assez rapidement, et du coup là ça fait 48 heures que je triage les rapports non-stop. Les gens ne dorment pas, c'est incroyable. Il y en a sur tous les fuseaux horaires. Et tu peux nous communiquer le nombre de rapports que tu as reçus depuis mercredi? Ouais, là je crois qu'on doit être à entre 110 et 120 rapports. Et je regarde, mais sur les 110 et 120, je crois qu'on en a à peu près 80 qui doivent être valides. Donc je crois qu'on a à peu près 75% d'acceptation. C'est quand même très. Du travail de qualité, quoi. Ouais, mais surtout qu'il n'y a pas beaucoup de duplicate, parce qu'en général, en fait, tout le monde va chercher un petit peu les mêmes choses, et puis il y a beaucoup de duplicate. Mais là, c'est vrai qu'il y a très peu de duplicate. Il y en a un peu plus là sur la fin de l'événement, mais c'est vrai qu'au début il n'y en avait quasiment pas. Donc super cool. Et en termes de répartition des rapports aussi, c'est vraiment impressionnant, c'est plutôt cool. Quand j'ai regardé qu'il y avait 80 rapports, c'était 20 critiques, Bah ouais. 20 high, 40 médium je crois, et 20 low, quelque chose comme ça, Ok. en termes de répartition. Donc c'est plutôt bien réparti aussi, et on a quand même un grand nombre de critiques, donc ce qui est vraiment cool. Tu peux nous rappeler combien il y a de programmes qui sont en ligne? Alors il y en a 4. Il y a 4 ONG. Il y a donc Action contre la faim, SOS Méditerranée, Médecins sans frontières et Handicap international. Live Hacking Event est différent de ce que tu as pu faire avec JTEX, RotateCon, ce genre de choses. Qu'est-ce qui... Alors déjà, c'est que en fait, il n'y a pas une motivation financière du coup, parce que toutes les personnes qui sont là, ils savent très bien que leur rapport, il n'y aura pas de reward. Du coup, il y a moins de stress aussi. C'est-à-dire que si un rapport n'est pas accepté parce que en termes de criticité on ne trouve pas ça intéressant, il y a moins de stress, il y a moins de bagarres typiquement pour qu'un rapport passe en critique ou en high, parce que en fait il n'y a pas 2000 € en jeu derrière. Donc c'est quand même une pression, enfin en tous les cas pour le triage c'est quand même une pression en moins, parce que c'est vrai que tout de suite quand c'est de l'argent derrière c'est beaucoup plus touchy. Et sinon, moi je trouve ça super sympa, quoi. Ces petits comités, c'est vraiment ambiance bon enfant, quoi. On est plus un peu sur une ambiance CTF que vraiment une ambiance live action event. Et alors, entre la position de triageur et celle d'hacker éthique, tu préfères laquelle pour les live hacking events? Moi je préfère celle de hacker éthique, c'est plus sympa de trouver des vagues. Hein. Mais bon, faut bien être de côté aussi. En vrai, le côté triageur est quand même aussi super sympa, parce que tu peux voir des choses. Tu peux découvrir des nouvelles techniques, tu peux vraiment avoir des rapports super intéressants, ouais. Et en vrai c'est cool. Hein. T'as l'impression d'apprendre quand t'es triageur, quand t'es dans cette position de triageur? T'as quand même, on va dire que t'apprends peut-être sur 5% des rapports, et là t'as quand même 95% où c'est du revu. Ouais. Surtout en fait sur un live hacking event où t'as peu de temps, tu vas pas avoir des techniques qui vont sortir de l'extraordinaire, quoi, tu vois, genre.
Merci Kylian. De rien. Et vous allez entendre maintenant Icam et Joe qui vont vous présenter les vulnérabilités qu'ils ont trouvées et aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont là aujourd'hui. Yann Cam, donc moi je suis hunter, chasseur de vulnérabilité et donc pentester, auditeur dans la vraie vie. Je participe à différents événements de sécurité informatique, de cybersécurité, notamment de Bug Bounty, sur plusieurs plateformes et en particulier sur Yogosha, depuis pas mal d'années. Après une longue pause de plusieurs années d'ailleurs sur Yogosha, je me suis enfin remis avec mon coéquipier Joe à chasser ces petites bébêtes sur différents programmes, là en fin d'année 2023, ce qui nous a amené à retrouver un grand plaisir et une grande passion à partager tout ça et à trouver différentes vulnérabilités pour contribuer à tout type d'entreprise. Donc là, nous sommes à l'événement de Hack for Value dans le but d'aider à protéger différentes ONG, à chercher des vulnérabilités sur différentes ONG. Vulnérabilités de tout type, que ce soit aussi bien des critiques, élevées, modérées, etc., mais aussi de tout ce qui est de bonnes pratiques. Bonnes pratiques qu'on peut remonter pour qu'ils sécurisent au mieux leur système. Quoi dire d'autre ? Ça te va ? Ouais, ok, cool. Joe ? Bonjour, donc moi je m'appelle Georges Topin, mon pseudo c'est Joe sur Yogosha. Donc, je suis pentester professionnel et hunter sur l'Atlantique. Parfois je participe à l'événement aujourd'hui pour aller plus loin que les simples causes humanistes qui sont défendues. Je pense que la cybersécurité ça s'adresse à tout le monde. Ça concerne principalement les données personnelles. Ça peut toucher à l'intime, ça peut toucher au médical. Tout ça n'a pas vocation à se retrouver aux yeux de tout le monde. Donc, tout le monde a un effort à faire sur la cybersécurité. Voilà par contre. Merci beaucoup. Genre, t'as trop fait une référence de BG, toi. Et je vous laisse enfin entre les mains de Worty et Pouni, qui sont aussi 2 hackers qui étaient présents lors de l'event et qui vont vous expliquer ce qu'ils font un petit peu dans la vie et ensuite les failles intéressantes qu'ils ont trouvées. Bonjour, je m'appelle Pierre Martin, mon pseudo c'est Worty. Je travaille à Synactive depuis septembre de cette année, puisque je viens de sortir d'école, donc la SNAT Bretagne. Donc moi j'ai commencé la cybersécurité juste après mon bac, en faisant un IUT en informatique. Sur Root.me ou toutes les plateformes qu'on peut connaître actuellement, donc Root.me, TryHackMe, HackTheBox, etc. Salut, moi du coup c'est Pauline. Si je devais vous présenter une vulnérabilité aujourd'hui, ce serait la XSS. Et du coup cet événement vous a récolté une XSS, une magician, le code arbitraire JavaScript, qui va permettre de récupérer des données confidentielles. Et c'est selon les données potentielles des victimes. Donc cette XSS, lorsque la victime l'a déclenchée, ce qui va se passer, c'est que l'attaquant pourra récupérer des données personnelles, telles que par exemple des cookies, ou tel que dans cet exemple précis-là, les données bancaires, et que cette XSS se trouvait sur la page d'une donation. Et cette XSS permet par le biais d'un code qui va permettre tout simplement d'enregistrer tout ce que la victime a écrit, de récupérer des informations bancaires. C'est extrêmement critique. Et du coup, moi, si je devais présenter une vulnérabilité, ce serait l'accès non autorisé à une plateforme qu'on appelle Workplace. Workplace, c'est en fait le Teams de Facebook, pour faire le gros. Et une des organisations aujourd'hui avait un site qui permettait de créer des comptes sur cette plateforme. Mais évidemment, si on ne faisait pas partie de l'organisation normalement, on n'avait pas le droit de se créer un compte, ce qui est normal. Sauf qu'en fait, en analysant le code JavaScript, le reverse le code JavaScript, en fait, on a remarqué qu'il y avait pas de vérification qui était faite sur le contenu du compte de l'organisation. Donc on a juste rempli la variable avec des fausses données. Typiquement, on a mis j'ai absolument pas un code valide, mais voilà. Pour le code JavaScript, c'était valide. Et ensuite, le code JavaScript a fait simplement envoyer une requête de création de compte sur Workplace. Ce qui paraît très bizarre, mais derrière, en mettant un email que nous on contrôlait, on recevait l'email comme quoi le compte avait bien été créé avec un lien de création de compte sur workplace.com. Et une fois tout le déroulé fait, en fait, on accédait à tous les groupes, chats privés, documents confidentiels, etc. de l'organisation en question. Ce qui est très critique pour lui, du coup, puisqu'on récupère des documents de son sol. Et petite question que j'aimerais rajouter. Donc vous collaborez tous les deux lorsque vous rendez vos rapports.
Comment est-ce que vous répartissez un petit peu les tâches, chacun en fonction de ce qu'il connaît, ou alors vous avez à peu près le même champ d'expertise et vous savez ce que vous préférez, je sais pas. En fait, je pense qu'on n'a pas du tout le même champ de question, déjà parce que le fait de Pierre arriver ici, c'est acquis, il n'a pas de ça. Ok. Moi, ça fait pas forcément longtemps, et le fait de collaborer avec lui, ça m'apprend énormément de choses, mais le fait d'avoir un œil un peu nouveau, ça permet parfois de tester des choses que lui ne regarde plus, ne passe pas à faire, et c'est là qu'il y a une situation qui est assez positive. D'accord. C'est ça, oui, en fait, sur des vulnérabilités, moi je vais directement essayer d'aller chercher la petite bête, quelque chose d'assez pointilleux, de très technique, on va dire. Là où en fait, avec une des injections un peu basiques, puis apprendre au début comment la cybersécurité, en fait, ça marcherait. C'est là où justement avoir deux regards, c'est bien, puisque en fait, il y a le regard de la personne qui commence à faire du bug bounty, donc qui en fait essaye tout ce qui est plus basique, et de la personne qui a un peu plus l'habitude d'en faire et qui va directement essayer de faire des choses un peu plus compliquées, ce qui dans la plupart des cas en fait n'est pas nécessaire. Ok. Donc tu auras un regard un peu plus exhaustif et toi peut-être un regard un peu plus spécifique, ça c'est. Et puis aussi, juste à dire, on appelle des la technique de reconnaissance. J'ai envie de dire que chaque hunter a sa propre technique de reconnaissance et c'est ça qui fait que chacun trouve des choses un peu différentes. Très bonne conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. La matrice a bugué. On espère que ce format un peu particulier des backstage des événements de la cybersécurité vous a plu. Mais pas trop quand même, parce que j'étais pas là. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, mes prochaines vacances, c'est dans 5 ans, donc y a pas. Salut tout le monde, bisous. La matrice a bugué.